Alors effectivement, c'est pas régularisé, Jean Messia, c'est naturalisé. Oui, le mot m'a interpellé. Enfin, qu'il y ait eu, si vous voulez, des étrangers admirables qui nous aient aidés pendant la crise Covid et qu'il faille peut-être revoir avec bienveillance leur situation pour leur accorder un titre de séjour, pourquoi pas ? Mais naturaliser, c'est-à-dire devenir français. Je sais pas, ce gouvernement continue à distribuer la nationalité française comme des M&M's en fait, comme des trophées, des récompenses. Ça signifie quelque chose d'avoir la nationalité française. On ne peut pas régulariser tout le monde, en tout cas naturaliser, c'est-à-dire faire devenir citoyen français n'importe qui. Mais je veux dire, ça n'enlève rien au fait que les étrangers aient pu aider. On peut éventuellement proroger leur titre de séjour ou leur en accorder un s'ils n'en ont pas pour service rendu. Mais la naturalisation est quand même quelque chose de très particulier à distribuer avec beaucoup de parcimonie au terme d'un parcours d'assimilation à l'identité française qui fait de vous un citoyen pour participer à la vie politique. Ce gouvernement brade notre citoyenneté et notre nationalité. C'est dramatique. Et dernière chose que je veux dire, le gouvernement s'est précipité pour régulariser 25 000 étrangers qui ont contribué à l'effort de la guerre sanitaire, pour reprendre les termes de Macron. Mais quid de tous les 15 000 soignants suspendus ? On va en parler dans un instant, d'ailleurs, parce que les soignants suspendus, eux, sont majoritairement français. On les régularise pas, on les réintroduit pas, on les réintègre pas. C'est quoi cette politique ? Gérald Darmanin cache. Il a raison, Jean Messia ? Moi, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre en matière de parler cash, mais en tout cas, sur le fond, si vous voulez, on se demande bien qui bordélise le pays, en fait. Parce que le pays, enfin le Capharnaüm qui a été créé dans le pays depuis que Macron est arrivé, on a quand même eu les gilets jaunes. C'est l'un des mouvements sociaux les plus importants, les plus longs, pratiquement depuis 150 ans. Donc toutes les réformes que le gouvernement a prises dans tous les domaines d'ailleurs, ou ce qu'il ne fait pas, par exemple en matière sécuritaire, migratoire, etc., il y a une sourde colère de l'ensemble des Français. Ce gouvernement est très impopulaire et donc en fait il va à l'encontre de la volonté des Français sur tous les sujets. Les Français, par exemple, ne veulent plus d'immigration, il veut leur imposer l'immigration. Il ne veut pas de la réforme des retraites, il veut leur imposer la réforme des retraites. Il va systématiquement à l'encontre de la volonté des Français. Et évidemment, quand on va à l'encontre des Français qui sont réputés, quand même, une partie d'entre eux, même minoritaires, l'avoir mis au pouvoir, eh bien, évidemment, c'est lui qui est responsable, en premier chef, du fameux bordel dénoncé par Darmanin. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus jeter comme ça le discrédit. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Alors, je ne soutiens pas la NUPES, tant s'en faut. Mais on ne peut pas, à chaque fois, si vous voulez, qu'un désaccord s'exprime, accuser ceux qui l'expriment d'être des irresponsables, qui n'ont rien compris au gouvernement, qui sont trop débiles pour maîtriser la finesse politique du gouvernement. Les Français sont instinctifs, ils sentent que cette réforme n'est pas bonne et ils la refusent. Et effectivement, ça coince. Nathan Devers et Pierre Gentillet, allez-y. Sur le registre, je traite les gens de débiles, pas du tout. Il explique que la NUPES et le gouvernement n'ont pas les mêmes principes, les mêmes valeurs et ne sont pas d'accord, notamment sur la valeur travail. Ça tranche avec ce que peut dire Anne-Olivier Véran, c'est par vrai, exemple. Mais ça s'appelle juste une démocratie. Nathan Devers. Mais... Ça fait du bien d'entendre Jean Messia défendre la NUPES. Non, je ne défends pas la NUPES. Je ne défends pas la NUPES. Je ne défends pas la NUPES. Je défends l'idée qu'en démocratie, les gens ont le droit de refuser la politique du gouvernement. Après, l'expression de la manière dont ils expriment ce refus, évidemment, on peut en débattre. Mais sur le désaccord en principe, la démocratie en principe, est un bordel, puisque si on n'est pas d'accord, on discute, ça chahute, on le voit à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Mais attendez, comme des sujets de droit, je pense, les enfants. Non, mais attendez, mais il y a quand même un problème qui se pose là, parce que vous dites vous-même qu'elles sont volontairement sorties de notre état de droit, ce en quoi vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce même état de droit qui les fait revenir. C'est-à-dire qu'au nom de l'état de droit qui est constitué par tous les traités que nos gouvernements successifs ont signés et auxquels aujourd'hui ils sont soumis dans le mauvais sens du terme, on va s'accorder à s'intéresser, si vous voulez, aux droits de ces djihadistes sans qu'à aucun moment, aucun juriste
de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État ne jauge le droit des Français à vivre en sécurité, le droit des Français à considérer que ces revenantes sont effectivement des bombes à retardement, que c'est pas parce que c'est des femmes qu'on les imagine fluettes et affectueuses et qu'elles vont, s'amender plus rapidement que les hommes. On connaît l'histoire des femmes SS qui étaient souvent dans les camps de concentration beaucoup plus cruelles que les hommes, et ces femmes-là appartiennent à la même nature idéologique que le nazisme. D'ailleurs, il y en a certains qui parlent de nazi-islamisme, c'est à juste titre. Donc ces femmes reviennent au nom de quoi ? Qui est à la tête de la France pour protéger le droit des Français à vivre en sécurité et à appliquer un principe de précaution ? Et sur les enfants, excusez-moi, moi j'entends, si vous voulez, le concert sur les enfants. Effectivement, on peut dire que notre civilisation doit se protéger les enfants. C'est vrai que jusque-là, on parlait de victimes. Mais est-ce qu'il ne faut pas parler de bombes à retardement aujourd'hui quand on voit les alertes des magistrats et des enquêteurs ? Il y a effectivement un ancien chef des renseignements qui a fait des études sur les enfants. Les enfants, à partir de 3 ou 4 ans dans le califat, on les obligeait à regarder des vidéos de décapitation. Et ils avaient tous les jours des entraînements pour décapiter leur ours en peluche. Et quand ils n'avaient pas leur vidéo de décapitation, ils faisaient tout un ramdam pour l'avoir. Donc moi, je ne sais pas dans quelles conditions ces enfants ont été élevés. D'ailleurs, si on les appelle les lionceaux du califat, les mots ont un sens. Alors, vous me direz, oui, mais les enfants des dignitaires nazis et des nazis, effectivement, ont été récupérés, etc. Mais c'était une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, notre service, notre aide sociale à l'enfance a les moyens de suivre sur mesure ces enfants-là ? Je ne le crois pas. Est-ce que nos services de renseignement ont les moyens de suivre ces femmes une fois qu'elles seront dehors ? Parce que vous savez très bien qu'en France, même le pire des criminels ne reste pas ad vitam aeternam en prison parce que la perpétuité réelle n'existe pas. Ces femmes finiront par sortir. Est-ce que dans l'état actuel de notre système de surveillance et de la surcharge à laquelle fait face notre système de surveillance par rapport aux dizaines de milliers de personnes qu'il surveille, est-ce qu'on peut surveiller sur mesure ces revenantes qui, évidemment, vont vous tenir tous les discours avenants, comme quoi elles sont repentantes, qu'elles regrettent, etc. Mais tout ça, c'est de la fumette. Ces revenantes-là vont pratiquer une taquia pour revenir, et nul ne sait ce qu'elles vont perpétrer sur le territoire français. France Insoumise n'a rien dit. J'ai regardé les principales têtes d'affiche, en tout cas les comptes Twitter et les réseaux sociaux. Il n'y a absolument rien, alors que ils ont été pris de convulsions tonico-cloniques au moment de l'attaque, effectivement, en tout cas de l'attaque défensive d'Israël contre Jénine. Non, mais plus généralement, si vous voulez, on entend un certain nombre de justifications à ces attentats qui, moi, me révulsent. Là, on entend dire, par exemple, que ces attentats sont un geste de désespoir par rapport à ce que les Palestiniens endurent. Excusez-moi, ces gens qui disent ça, ils ont la mémoire un peu courte. Il faut remonter à 1948, le partage fait par l'ONU qui accordait 48% de la terre d'Israël aux Palestiniens. Les Palestiniens n'en ont pas voulu. Et les pays arabes autour ont promis aux Palestiniens de chasser les Juifs et de les bouter à la mer et qu'ils allaient récupérer l'ensemble de la terre en les dissuadant d'accepter que 48%. Ensuite, ça a été l'histoire de guerre permanente pour essayer de mettre les Juifs à la mer, guerre qui n'ont jamais marché, puisqu'à chaque fois, c'est Israël qui les a emportés. Il faut rappeler qu'il faut attendre 1993 pour voir disparaître de la charte de l'OLP la volonté de destruction de l'État d'Israël. Donc 45 ans après la création de l'État d'Israël. Et qu'elle est toujours dans la charte du Hamas. Et qu'elle est toujours dans la charte du Hamas. Le problème, si vous voulez, c'est quel est le but de ces attaques terroristes ? Parce que, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'Irlande du Nord, il y avait une organisation terroriste qui s'appelait l'IRA, qui faisait des attentats terroristes contre le gouvernement britannique, mais il y avait un but. C'est que le gouvernement britannique ouvre des négociations pour permettre, si vous voulez, l'autonomie de l'Irlande du Nord. Bon, là, on n'est pas dans ce cas-là. Là, le terrorisme, il n'a pas pour but d'ouvrir des négociations. Il a pour but de faire un maximum de victimes, un maximum de morts, parce que dans l'idéologie islamiste du Hamas, du djihad islamique, et de plus en plus de Palestiniens adhèrent à cette idéologie, ce n'est rien d'autre que la destruction d'Israël et l'éradication des Juifs de cette terre. Voilà le but. Donc évidemment, à partir de là, il ne peut pas y avoir de dialogue, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de dialogue. Les 5 policiers qui sont mis en cause sont eux aussi afro-américains. Tout à fait. Alors, il faut dire quand même que le contexte américain, de la société américaine, est très violent.
il y a de la violence dans la société américaine, il y a des violences policières dans la société américaine. Cela est dû... Cela s'explique aussi par la présence nombreuse d'armes à feu. Donc la société américaine est ultra violente et il y a effectivement une problématique policière aux États-Unis. Maintenant, si vous voulez, le fait, là où ça diffère quand même de l'affaire George Floyd, c'est que là, j'allais dire, les policiers sont afro-américains et la victime est afro-américaine. Donc ça constitue quand même un énorme bug dans le logiciel du politiquement correct progressiste. Puisque là, en fait, on va demander à qui, du coup, de mettre un genou à terre dans cette histoire? Non, mais effectivement, il donne la pause. Donc Joe Biden a la même réflexion que Nathan Dever, finalement. Je ne crois pas que ça se pose. Enfin, qu'il y ait du racisme aux États-Unis, ça, je veux dire, on enfonce une porte ouverte. Maintenant, si vous voulez, si le racisme, il peut y avoir du racisme dans la police américaine, mais là, en l'occurrence, sur ce cas-là, je ne vois pas comment il peut y avoir du racisme, puisque à la fois les policiers et la victime sont noirs. Mais moi, si vous voulez, ce qui me sidère, c'est lorsque vous parliez tout à l'heure de l'importation de cette grille de lecture raciale par certains médias et par certains partis politiques de gauche en France. Je suis désolé, mais en France, on se précipite pour inventer, si vous voulez, des victimes qui, très souvent, en tout cas en France, n'existent pas. En revanche, certaines victimes, elles n'ont jamais le droit d'être mises à l'honneur. Et on verra les suites de cette affaire et l'impact. Mais s'il y a 10 secondes, vraiment 10 secondes. La libre pensée n'a eu aucune action juridique contre les prières de rue autour de la mosquée Grand Parc à Bordeaux, ni ailleurs, qui pose problème depuis des mois. Et contre lequel, bizarrement, ça se passe dans l'espace public, donc il y a aussi une question de laïcité très forte, mais bizarrement, l'association de la libre pensée, là, elle a piscine pour ça.